Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h30 à Conakry, 20h30 également dans plusieurs villes du pays. Voici les titres de cette édition. Géosciences, la Guinée accélère la modernisation de son secteur minier. Un programme stratégique pour comprendre, anticiper et valoriser les ressources du pays. Un soutien de la Banque mondiale pour garantir des données fiables. Route Mamou-Farna, une dégradation critique qui étouffe la mobilité. Le gouvernement engage de grands travaux pour y remédier. Le ministre Laïsékou Camara en première ligne du suivi. À la page Culture Festico 2025 ouvre ses portes à Kouroussa. La danse d'Ondouba au cœur d'une édition célébrant l'identité culturelle. Plus de 25 000 visiteurs attendus pour un festival en pleine montée. Bienvenue dans cette édition. La Guinée continue de recevoir des marques d'estime venues des 4 coins du monde. Depuis l'annonce des résultats, plusieurs chefs d'État et dirigeants internationaux ont adressé leur message de félicitations au président Mamadi Doumbouya. Nous ouvrons ce journal avec ce tour d'horizon des réactions internationales. République du Ghana. Excellence, au nom du gouvernement et du peuple de la République du Ghana et à mon nom propre, je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations pour votre victoire à l'élection présidentielle de la République de Guinée. Votre élection témoigne de la confiance que le peuple guinéen vous a accordée et reflète son aspiration à un leadership fort, à l'unité nationale et à un développement inclusif. Je suis convaincu que sous votre direction, la Guinée continuera de progresser significativement vers la paix, la stabilité et la transformation économique. Le Ghana et la Guinée entretiennent des liens historiques profonds et des relations d'amitié et de coopération solides. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec vous afin de renforcer davantage nos relations bilatérales et de faire progresser notre engagement commun en faveur de l'intégration régionale, de la gouvernance démocratique et de la prospérité collective au sein de la CEDEAO et sur l'ensemble du continent africain. Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma très haute considération. Signé John Dramani Mahama. Cet autre message nous vient du Libéria. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Libéria présente ses compliments à l'ambassade de la République de Guinée près de Monrovia et a l'honneur de transmettre ci-dessous un message de félicitations adressé à son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président élu de la République de Guinée, de la part de son Excellence M. Joseph Nouma Boagai, président de la République du Libéria à l'occasion de sa récente victoire électorale. Son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président élu de la République de Guinée-Conakry, République de Guinée. Excellence et chers frères, à l'occasion de votre élection à la présidence de la République de Guinée, j'adresse au nom du gouvernement et du peuple de la République du Libéria et à mon nom propre mes sincères félicitations à votre Excellence, au gouvernement et au peuple résilient de la République de Guinée. Cette étape électorale affirme l'engagement durable du peuple guinéen en faveur d'une gouvernance démocratique et de l'état de droit. Alors que nous célébrons cette réalisation importante, j'attends avec impatience le renforcement continu des liens d'amitié, de coopération et de solidarité régionale de longue date entre nos deux pays. Que votre mandat soit marqué par la sagesse, la prospérité et le progrès, et qu'il contribue à l'avancement de la paix, de la stabilité et du développement durable en République de Guinée et dans toute notre sous-région. Veuillez accepter, votre Excellence et chers frères, les assurances renouvelées de ma plus haute considération et estime. Signé Joseph Nouma Boagai.
Le ministère des Affaires étrangères de la République du Libéria saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de la République de Guinée, près de Monrovia, les assurances de sa plus haute considération. République gabonaise. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la République et chers frères, le peuple guinéen a, dans sa grande majorité, décidé d'accorder ses suffrages à votre Excellence lors de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 28 décembre 2025, vous confirmant ainsi dans vos très hautes fonctions de président de la République de Guinée. Cette éclatante victoire politique m'offre l'agréable opportunité de vous adresser mes sincères félicitations ainsi que celles de mon gouvernement et du peuple gabonais. Je joins à ces compliments mes vœux ardents de santé et de bonheur auxquels j'associe mes souhaits de pleine réussite dans l'accomplissement des lourdes et exaltantes charges que vos concitoyens viennent de vous confier. Je voudrais également saluer l'excellence des liens de fraternité, d'amitié et de coopération qu'entretiennent le Gabon et la Guinée. À cet égard, je me réjouis de la perspective de les renforcer davantage de concert avec vous, aussi bien sur le plan bilatéral que sur la scène africaine et internationale. Prochaine à Conakry de l'ambassade contribuera assurément à la consolidation de nos liens multiformes dans l'intérêt de nos peuples respectifs. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République et chers frères, l'assurance de ma très haute considération, signé Brice Clotaire Oligui Nguema. La direction saoudienne félicite le général Mamadi Doumbouya à l'occasion de sa victoire à l'élection présidentielle en République de Guinée. Le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, a adressé un message de félicitations à son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, à l'occasion de sa victoire à l'élection présidentielle. Dans son message, Sa Majesté le Roi a exprimé ses sincères félicitations, ses vœux de succès et de réussite au président élu, ainsi que ses souhaits de progrès et de prospérité au peuple frère de la République de Guinée. Son Altesse royale, le prince héritier et premier ministre Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud a également adressé un message similaire de félicitations à son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, à l'occasion de sa victoire à l'élection présidentielle. Le prince héritier a exprimé son message, ses chaleureuses félicitations et ses vœux de succès au président élu, ainsi que ses souhaits de progrès et de prospérité au peuple frère de Guinée. Et cette fois-ci, nous vous amenons à Belgique, à l'attention de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. À l'occasion de votre investiture en tant que président de la République de Guinée, je tenais à vous présenter mes plus sincères félicitations et mes vœux de succès et de bonheur. Je suis convaincu que les relations d'amitié et de coopération entre nos pays et nos peuples continueront à se renforcer durant votre mandat. Signé Philippe, roi des Belges. On reste toujours dans ce pays frère. Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique. Son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, président de la République. Excellence, Monsieur le Président, à l'instar de l'Union européenne, la Belgique salue la tenue de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Celle-ci a constitué une étape décisive de la mise en œuvre de la nouvelle constitution et vers la fin de la transition politique.
également en vue des futures élections législatives ouvertes, transparentes, inclusives. Au nom du gouvernement belge, je vous félicite d'avoir remporté ce scrutin et à travers vous l'ensemble des Guinéennes et Guinéens pour l'élection la plus pacifique dans l'histoire du pays. La Belgique se tient prête à poursuivre un partenariat fort et multiforme avec la Guinée sur nos intérêts partagés, sur la base de nos intérêts partagés, y compris dans les domaines économiques, de mobilité et de développement humain. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération, signé Maxime Prévost. Doha, le 14 janvier. Son Excellence Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du pays, a adressé un message de félicitations à son Excellence M. Mamadi Doumbouya à l'occasion de son élection à la présidence de la République de Guinée. Son Altesse lui a exprimé ses vœux de plein succès tout en souhaitant aux relations entre les deux pays davantage de progrès et de prospérité. Nouvelle phase qui s'ouvre pour le secteur minier guinéen. Ce mercredi, le ministère des Mines et de la Géologie a donné le coup d'envoi des travaux de géosciences, un programme clé pour une meilleure maîtrise des ressources du pays. Soutenu par la Banque mondiale, cette initiative entend approfondir l'étude du sol, renforcer la recherche, appliquer un développement durable fondé sur des données fiables. Ça, Martin Fansinadono. La République de Guinée a franchi une étape majeure dans la modernisation et la valorisation de son potentiel minier avec la cérémonie officielle de lancement des travaux de géosciences portés par le ministère des Mines et de la Géologie. Ces projets d'envergure spécifiquement $1,300,000 américains alloués à ces projets et exécutés par le projet de gestion des ressources naturelles, mines et environnement marque une avancée importante vers une meilleure connaissance du sous-sol guinéen. Les travaux projetés portent essentiellement sur l'acquisition, le traitement et l'interprétation des données géophysiques modernes destinées à améliorer significativement la connaissance du sous-sol national et appuyer les activités d'exploration minière ainsi que la planification géoscientifique. Ils permettront à la Guinée d'accroître et de fiabiliser les connaissances sur les ressources qui composent son sous-sol au service du développement économique et de la bonne gouvernance du secteur minier. Cette activité permet à la Guinée de monter en puissance et d'avoir tous les outils qu'il faut pour l'essence de son patrimoine minier d'abord et de former les ressources humaines parce que M. le ministre a insisté tout à l'heure sur le renforcement des capacités et le transfert de la technologie. Ces travaux, appuyés par un outil aéroporté, consistent notamment à la cartographie géologique, géochimique et géophysique du territoire national, à la collecte et à l'analyse des données scientifiques du sous-sol, à la mise à jour des bases de données géographiques et à la production d'informations fiables destinées à orienter les politiques publiques dont les données ou résultats peuvent être exploités par les ministères des Mines, de l'Environnement, de l'Enseignement supérieur et d'autres secteurs clés associés pour les investissements miniers bien orientés. L'enjeu est national, collecter et traiter et stocker des données nationales sur plusieurs secteurs relève d'une question de souveraineté, d'une démarche scientifique nationale. C'est pour ça que le ministère de l'Enseignement supérieur a été invité par le ministère des Mines afin que l'on soit associé à travers les centres de recherche du pays et ainsi que les institutions d'enseignement supérieur participer à cette démarche-là. Ce projet contribuera substantiellement à la diversification de l'exploitation minière de notre pays. On est connu pour la bauxite, pour le minerai de fer, pour l'or, le diamant, mais aujourd'hui nous voulons diversifier davantage l'exploitation minière en découvrant d'autres minerais critiques, notamment comme tout ce qui est métaux de base, le lithium, le gallium, le vanadium et le titanium. Et tous ces métaux qui sont aujourd'hui appelés les métaux de la transition énergétique, qui sont extrêmement importants pour le futur de notre pays et améliorer notre
compétitivité. En investissant dans la connaissance scientifique de son sous-sol, la Guinée pose les fondations d'un secteur minier moderne, responsable et transparent au bénéfice du peuple. Et puis la Guinée renforce son dispositif de lutte contre les polluants organiques persistants, ces produits chimiques dont les effets nocifs continuent de menacer l'environnement et la santé publique. Dans le cadre de ses engagements internationaux, le pays procède à l'actualisation de son plan national de lutte afin de mieux encadrer l'usage de ces substances toujours présentes dans notre vie quotidienne. Mamadou Alpha Baldé, reportage. La Guinée poursuit ses efforts nationaux en faveur d'une élimination progressive des polluants organiques persistants jugés nocifs pour les écosystèmes et dangereux pour la santé humaine. Dans cette dynamique, la validation technique du plan national actualisé de mise en œuvre de la Convention de Stockholm est lancée à Conakry. Les résultats attendus permettent notamment sur la validation de ce PM actualisé des rapports connexes, le partage des connaissances et les bonnes pratiques, la discussion des questions stratégiques liées à la gestion des ports en Guinée. Sensibiliser les populations, cadres techniques et décideurs, la nécessité de la prise en compte de la gestion des polluants organiques persistants dans tous les secteurs du développement, créer une synergie d'action entre toutes les parties prenantes intervenant sur le terrain, ce qui facilitera la collaboration entre les parties prenantes. Cette rencontre de travail mobilise l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion et la lutte contre les effets de ces produits chimiques classés dans une trentaine de catégories. L'objectif final, c'est d'abord respecter nos obligations vis-à-vis de la Convention, parce qu'on est pays parti. On est tenu selon l'article 7 de mettre à jour et actualiser nos plans. Et ensuite protéger la santé humaine et l'environnement des effets néfastes de polluants organiques persistants. Parce que nous vivons avec, on les rencontre partout dans notre pays. À travers le projet de développement mondial, examen et mise à jour des plans nationaux de mise en œuvre dans le cadre de la Convention de Stockholm, les effets néfastes de ces produits chimiques, parfois à longue durée d'action. Et toujours dans l'actualité nationale, la Guinée renforce son dispositif de protection des travailleurs grâce au partenariat entre l'Institut national de formation du ministère du Travail. Une avancée qui confirme l'engagement du pays pour des conditions de travail sûres et responsables. Mamadi Terna Kamisoko. Avec le programme Simandou 2040, le renforcement du capital humain s'impose comme un pilier central de la vision de développement durable de la Guinée. Le ministère du Travail et de la fonction publique s'inscrit pleinement dans cette dynamique. La troisième cohorte de participants aujourd'hui certifiés vise à promouvoir la santé et la sécurité au travail, aussi bien en milieu professionnel qu'au sein des communautés. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est l'aboutissement des sacrifices, des nuits sans sommeil que nous recevons aujourd'hui ne sont pas de simples documents. Ils représentent le fruit de notre travail, de notre discipline et de notre engagement tout au long de cette formation. Vous qui allez être sur le terrain, nous vous conseillons la persévérance, nous vous conseillons la santé et sécurité, c'est pas l'anglais, c'est pas le chinois. Enseignez nos frères qui travaillent en hauteur dans leur langue. Cette formation est le fruit d'un partenariat signé en 2023 entre l'Institut national de formation et de perfectionnement et ASEC Training Service. Cette collaboration a permis l'élaboration d'un curriculum de formation structuré autour de 36 modules axés sur les normes et bonnes pratiques en matière de santé et sécurité au travail. Je voudrais donc signifier ici que la santé et sécurité au travail n'est pas une simple exigence réglementaire. C'est une culture, c'est une responsabilité collective envers des êtres humains. Cette session marque un jalon important. La deuxième porte de l'année 2025 et la troisième promotion issue de notre partenariat stratégique INFP-ASEC. Ces chiffres ne sont pas anodins. Ils traduisent la constance, la crédibilité et la maturité d'une collaboration bâtie sur la qualité. Dans le secteur public et privé, la Guinée renforce ainsi son mécanisme de prévention et de réponse aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.
Ces actions soutenues par d'autres partenaires, notamment Kawa Group et Sphère Guinée, constituent une réponse concrète aux enjeux de sécurité et contribuent à l'amélioration de la productivité nationale. C'est autour de la gestion et des résultats de l'Office guinéen de publicité que les regards se sont tournés au ministère de l'Information et de la Communication. L'OGP a tenu son conseil d'administration non stratégique. Le président du conseil, conseiller personnel du chef de l'État, a salué les avancées de la structure et soutenu les réformes en cours. Le reste dans le sujet de reportage de Thierno Ousmane Diallo. Engagé dans une démarche de gouvernance axée sur l'efficacité, l'Office guinéen de publicité OGP tient son premier conseil d'administration pour le compte de 2026. Un moment de faire le point des difficultés rencontrées, résultats obtenus et discuter des investissements à entreprendre pour poursuivre la marche entamée dans le redressement de l'OGP et pour faire de la structure une référence en termes de gestion et de régulation. Nous sommes à notre 6e conseil d'administration, ce qui dénote de l'intérêt du conseil d'administration à accompagner l'Office guinéen de publicité dans son redressement. C'est le lieu donc de saluer le travail du conseil d'administration, de saluer le travail de notre tutelle, l'accompagnement de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous a fait confiance, qui a fait confiance au conseil d'administration pour que le travail qui a été fait, le résultat qui a été obtenu au cours de l'année dernière, ce n'est pas, je dirais, à notre mérite, à nous, direction, mais c'est le mérite de tout un ensemble, que ce soit le conseil d'administration, les ministères de tutelle et l'ensemble des travailleurs de l'Office guinéen de publicité. Le conseil d'administration de l'OGP a notamment apprécié la volonté de la direction générale de rompre avec la navigation à vue dans la gestion en se dotant pour la première fois d'un plan stratégique tout en ayant honoré ses engagements vis-à-vis des travailleurs et partenaires tout au long de l'année. Aujourd'hui, force est de constater que l'OGP peut se féliciter d'être sur une bonne voie, quoique rien ne soit parfait. Mais des efforts sont consentis dans tous les domaines. Sur le volet de la gouvernance, sur le volet de la gestion financière, sur le volet de la prise en compte de la situation sociale au niveau de l'OGP, mais également sur le fait de redonner aux gens leur dignité dans l'exercice de leurs fonctions au sein de cette grande institution de la République. Après une année marquée par le succès du redressement, l'OGP entend en 2026 mener des actions pour être plus innovant conformément à son plan stratégique quinquennal qui démarre. Face à la montée des faux actes d'état civil, la justice durcit le ton. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, place désormais ce combat au cœur de ses priorités avec une action qui couvre toutes les communes de son ressort judiciaire. À ce titre, maires et officiers délégués d'état civil ont été réunis pour une séance de sensibilisation visant à leur rappeler les nouvelles obligations légales et les responsabilités qui les engagent. Thierno Younoussaba. Dans le but d'encadrer efficacement des activités liées à l'état civil et de lutter contre la prolifération des faux actes délivrés aux citoyens, le parquet près le tribunal de première instance de Dixine a tenu rencontre avec les maires et les officiers délégués de l'état civil relevant de son ressort judiciaire. Élaborer une loi, c'est une chose, appliquer cette loi-là, c'est une autre chose. Donc il est important que les gens sachent que désormais, au sein de ces 4 communes-là, la loi va être respectée et tous les actes faux qui seront décelés, ces actes-là feront l'objet de poursuites et les personnes qui les ont établis seront également poursuivies devant nous. Donc il faut que les gens le sachent, tout cela qui doit être fait au niveau de ces communes-là doit être conforme à la loi. C'est un avertissement aussi pour la population parce qu'il y en a qui aiment bien faire des faux actes, il y en a qui aiment changer leur date de naissance, il y en a qui aiment changer leur nom pour tel avantage, pour tel avantage. Ça va cesser dans ces 4 communes-là. Chargés de la tenue et de la conservation des actes d'état civil, les officiers présents ont été appelés à un respect strict des lois et règlements à la matière. À l'état civil, on n'invente pas. L'état civil est encadré par des textes de loi.
Parce que si nous n'appliquons pas la loi, on va nous faire appliquer la loi ou on va appliquer la loi sur nous. Il faudrait qu'on sache que tous les actes que nous posons, il y a des avenirs et des destins derrière. Selon le président de la délégation spéciale de Thomas, cette rencontre a permis aux acteurs concernés de mieux cerner leurs missions et responsabilités. Après ici, aller passer l'information, sensibiliser, informer nos citoyens. Nous ne devons pas attendre que nos citoyens aient des complications pour venir vers nous, mais nous devons marquer le premier pas, aller vers nos citoyens, passer suffisamment l'information, les avertir et leur dire que nous sommes à leur disposition à la mairie. Les autorités judiciaires du TPI de Dixine ont par ailleurs prévenu que tout contrevenant s'exposera à la rigueur de la loi. Elles ont enfin invité les responsables communaux et les officiers d'état civil à faire preuve de bonne foi et de bonne collaboration avec la justice. Comme annoncé au sommaire, parlons de la route Mamou-Farana. Les usagers mettent entre 6 et 8 heures pour parcourir un tronçon devenu presque impraticable. Pour y remédier, le gouvernement a lancé la reconstruction et le bitumage des 185 km. Et le ministre des Infrastructures, Laïsekou Camara, s'est rendu sur place pour booster l'avancement du projet et veiller au respect des délais contractuels. Aboubacar Junior Camara pour en savoir davantage. La réalisation du Mamou Farana est l'un des défis majeurs qui s'impose au département des infrastructures et des travaux publics. L'un des plus longs tronçons du pays avec ses 185 km. L'État guinéen veut relever ce défi et le premier ouvrier des infrastructures routières en Guinée est sur le terrain. Laïsekou Camara discute avec toutes les parties prenantes pour l'exécution correcte de ce projet de développement. Sur le terrain prouve ici à suffisance que les travaux évoluent bien. Depuis plusieurs jours, le ministre séjourne à l'intérieur du pays pour le suivi rapproché des projets de construction des routes qui constituent aujourd'hui une priorité pour le gouvernement entier. Cap sur Bouquet, où un nouvel outil de gestion électorale vient d'être mis en service. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, accompagné de la directrice générale des élections, a procédé à l'inauguration du tout nouveau magasin électoral de la région. Cet édifice public devient le point central de conservation et de sécurisation de l'ensemble des documents électoraux de l'administration régionale. Reportage signé Younous Atawel Kamara. À l'aérogare de Bouquet, les autorités administratives sont mobilisées pour accueillir le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, accompagné de la directrice générale des élections. De là, les autres sont conduits au centre-ville pour l'inauguration du nouveau magasin électoral. Cette infrastructure stratégique va servir uniquement pour la conservation et la sécurisation des matériels électoraux des 5 préfectures relevant de la région de Bouquet. Ce complexe a été conçu pour constituer un véritable hub logistique régional, répondant aux normes plus exigeantes en matière de sécurité, de fonctionnalité et d'efficacité opérationnelle. Chaque espace a été soigneusement pensé afin d'optimiser la gestion, le stockage et la protection du matériel électoral. Nous vous rassurons notre engagement à utiliser cette infrastructure conformément à l'objectif pour lequel il a été construit. En mettant ce magasin à la disposition des autorités de Bouquet, la directrice générale des élections et le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation ont mis un accent particulier sur l'importance de cette infrastructure stratégique au service du processus démocratique en Guinée. Madame la directrice générale des élections a attiré notre attention par rapport à la vie, à la sécurisation des matériels et documents électoraux que l'État a achetés en déboursant des ressources financières énormes. Dans toutes les régions aujourd'hui, la construction est déjà achevée. C'est la première fois que l'État guinéen réalise un tel édifice pour mettre spécialement les documents électoraux à l'abri des intempéries dans les différentes régions administratives du pays.
Nouveau départ pour la Sogipa. Le ministère de l'Agriculture a lancé ce mercredi à Conakry un programme de relance et de modernisation de la société. Le gouvernement et ses partenaires veulent en faire une structure durable, performante et plus bénéfique pour les populations. Lors de la cérémonie, le ministre de l'Agriculture, la ministre de l'Agriculture et les responsables de la société ont présenté les missions et les ambitions qui sous-tendent cette relance. Plus de détails avec Nabila Moussa Kamara, Fodé Kamara. La Sogipa entre dans une nouvelle ère. La cérémonie de lancement officiel du programme de relance et de modernisation de la société rassemble les responsables de plusieurs ministères, soulignant l'engagement du gouvernement et de ses partenaires pour dynamiser le développement agricole, industriel et social de la Guinée. La relance sera globale. La relance va porter sur l'amélioration de la gouvernance dans un premier temps. Et au-delà de la gouvernance, il faut améliorer les installations industrielles qui sont vieillissantes. Auprès des installations industrielles, il faut tenir compte des plantations, d'où nous avons nos matières premières. Donc il faut les replanter ou alors faire des extensions pour augmenter nos capacités agricoles. Et elle va concerner tous les domaines, toutes les activités de la structure. Lors de l'événement, la ministre de l'Agriculture a dévoilé le nouveau logo de la société avant de lancer officiellement l'enrôlement biométrique de certains agents. Pour 2026, d'autres initiatives majeures sont déjà prévues pour renforcer les services publics et les activités d'intérêt général. Aujourd'hui, nous avons procédé à quelques événements majeurs. La première étant le lancement de la biométrie du personnel de la Sogipa. Cette biométrie permettra d'informatiser les données du personnel afin de s'assurer qu'on a une rationalisation et de l'efficacité dans la gestion des effectifs de l'entreprise. À cela aussi s'ajoute la relance de la construction d'une nouvelle usine de la Sogipa qui va permettre de porter la production de l'entreprise de 2 à 6 tonnes qui multiplie donc par 3 les capacités de production de l'entreprise, avec à la clé, on espère, plus de revenus pour l'entreprise, mais aussi plus d'emplois et de meilleures conditions pour les travailleurs et les communautés avoisinantes. Créée en 1987, la Sogipa amorce une phase décisive de son évolution, portée par le programme Simandou 2040, promettant des retombées concrètes et positives pour l'ensemble des populations guinéennes. Un trésor naturel en quête de reconnaissance mondiale, le massif du Fouta Djallon, véritable poumon écologique de la sous-région, se rapproche de la prestigieuse liste du patrimoine et des réserves mondiales de l'UNESCO. La Guinée affine son dossier de candidature. Des experts du ministère de l'Environnement, accompagnés de plusieurs institutions partenaires, se sont réunis pour avancer sur ce projet stratégique. La suite dans ce reportage de Mamadou Saliouba. Le processus d'érection du massif du Fouta en patrimoine réservé mondial de biosphère de l'UNESCO se poursuit. Ces spécialistes du ministère de l'Environnement et d'autres départements et partenaires techniques échangent sur le sujet. La maîtrise des procédures et applications de l'UNESCO doivent être mieux maîtrisées pour bien mener le processus. Ce processus a connu une première phase de succès avec la reconnaissance du massif comme bien naturel, donc bien mixte plutôt, inscrit sur la liste nationale des biens reconnus par l'UNESCO. Et nous nous apprêtons à aller à la deuxième phase, c'est-à-dire l'inscription sur la liste internationale. Dans ce cadre, justement, il y a la nécessité de renforcement des capacités des membres de l'équipe préparatoire qui prépare effectivement ce processus. La protection et la mise en valeur du massif du Fouta, point de départ de plusieurs bassins transfrontaliers, est présentée comme stratégique pour les écosystèmes de toute la sous-région. Le défi, c'est le défi de l'engagement politique. Et qui dit engagement politique dit aussi engagement sur le plan des financements, sur le plan financier. Je pense que ce défi est déjà relevé, j'ai envie de vous dire. Deuxième défi, c'est l'engagement au niveau donc technique. Troisième défi, ça concerne justement aussi tout ce qui concerne le renforcement de capacité sur les procédures en tant que telles, pour pouvoir, concernant le patrimoine mondial,
La Guinée, à travers le ministère de l'Environnement, compte finaliser avec succès le processus de création du massif du Fouta, ce qui permettra de protéger de façon durable cet écosystème unique en Afrique de l'Ouest. Tout juste nommé, le préfet de Gawal a entamé sa tournée de prise de contact par la commune urbaine. Il prévoit de la poursuivre dans l'ensemble des collectivités rurales relevant de sa juridiction. Objectif, instaurer un climat de paix et renforcer la discipline administrative. Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara, reportage. Après 4 années à la tête de la préfecture de Mali, le colonel Manson Sangala Kamara est nommé nouveau préfet de Gawal. Il a entamé sa prise de contact dans la commune urbaine. Il a salué le climat de paix qui a prévalu pendant et après le dernier processus électoral. Cette rencontre est simplement une prise de contact entre l'administration territoriale, entre les populations, pour que d'abord on dévisage monsieur le préfet et que le préfet aussi regarde ce qu'il a autour de lui. Nous sommes très heureux de le recevoir ici et qu'il passe le message de son excellence, le chef de l'État, chef suprême des armées, aux populations de Gawal et notamment aux cadres des services déconcentrés de l'État et les services des collectivités décentralisées, ainsi que les services de défense et de sécurité. Lors des échanges avec les citoyens, le préfet Manson Sangala Kamara a mis l'accent sur le respect des horaires de travail et à la présence effective des cadres à leur poste. Il a également appelé à l'unité et à la vigilance civilo-militaire qu'il considère comme des piliers d'une paix durable, socle de tout développement. Ils sont dans la refondation. C'est la leçon que je tire. Ce que je les ai recommandés, c'est la promptitude, la discipline et la rigueur administrative, surtout la ponctualité. Je veux que les cadres de Gawal soient à Gawal parce que ça se passe à Gawal. On a l'espoir encore. Il y aura un grand changement à Gawal. On le souhaite la bienvenue et on est derrière lui. Tout ce qu'il va nous demander de faire pour que vraiment ça marche, on est disponible à le faire. Le nouveau préfet poursuivra sa tournée dans les prochains jours à Koustel, Malantang, Fulamori et Wendumbour avant de sillonner Koumbia, Touba et Kakoni pour échanger avec toutes les couches sociales sur le maintien de la paix, base de tout développement durable. Une nouvelle voie vient renforcer le paysage syndical guinéen. L'Union générale des travailleurs UGT a animé sa toute première conférence de presse pour présenter sa mission, ses motivations et les ambitions qu'elle entend porter dans le débat social. Reportage signé Mariam Kamara. Ils ont face à eux les défis concrets des travailleurs. En créant l'UGT, ses fondateurs entendent porter un syndicalisme différent, une force de proposition et d'action. Premier chantier, le secteur minier. L'UGT dénonce les contrats opaques et des conditions de travail à revoir. La couverture médicale universelle est également dans le viseur. Pour qu'on puisse pérenniser nos revenus miniers, il faut qu'on fasse en sorte que les recettes minières soient engagées dans les projets renouvelables. Concerne aujourd'hui la couverture médicale universelle. Nous, on s'est dit, au niveau de l'UGT, on va faire en sorte quand même qu'on mette en place une contribution par individu de 5 000 francs par personne. Maintenant, imaginez, 5 000 francs par personne, aujourd'hui, on est autour de 15 millions d'habitants. Multiplié par l'année, ça veut dire les 780 milliards par an. Autre priorité, l'éducation. Pour l'Union générale des travailleurs, il faut mieux coller les formations aux besoins réels du marché de l'emploi. Et dans le monde du travail, la promotion doit se faire au mérite. Nous sommes un syndicat de proposition, d'accompagnement et de suivi. Dans les écoles privées, ceux qui nous représentent là-bas n'ont même pas de contrat. Rares sont des enseignants et enseignantes qui ont des contrats dans les écoles privées. Ça veut dire que le fondateur, si ta tête ne le plaît pas, peut te licencier comme il veut. Nous allons les accompagner, essayer d'harmoniser leurs conditions de vie. Aujourd'hui, les autorités ont une vision 2040 pour Simandou. Quelle est la réponse syndicale par rapport à cette vision?
Qu'est-ce que nous, travailleurs, nous serons demain en 2040? C'est pourquoi c'est un appel à une action de solidarité, de résistance pour mettre en place cette nouvelle démarche syndicale. Dialogue, proposition, suivi, l'Union générale des travailleurs promet de faire du syndicalisme autrement. Cette rencontre avait aussi pour but d'éclairer les travailleurs sur ce que cette nouvelle structure peut leur apporter au quotidien. Autre sujet d'actualité, redonner des chances et alléger le quotidien, c'est l'objectif d'une nouvelle action sociale menée à Conakry et dans la région de Bokeh. 60 élèves vulnérables ont bénéficié de kits scolaires grâce à une initiative conjointe de l'OIM Guinée et du Haut Commissariat aux droits de l'homme financée par l'ambassade de Guinée en Italie. Une démarche qui entend faire de l'inclusion éducative une réalité pour les enfants les plus fragiles. Reportage Mohamed Camara. La réinsertion des élèves vulnérables, un défi à relever pour le gouvernement guinéen et ses partenaires. 60 d'entre eux bénéficient des kits scolaires, alimentaires et non alimentaires. C'est un projet dénommé ProKids. Notre mission est très claire, c'est de protéger les personnes les plus vulnérables et aussi accompagner les personnes en mobilité, aussi en situation de vulnérabilité, et de construire l'avenir avec insertion socio-économique professionnelle. Donc, ce projet ProKids illustre parfaitement notre mission. C'est un effort collectif, c'est seulement le début, c'est une petite partie. Une grande responsabilité aussi, bien sûr, va directement aux familles bénéficiaires qui doivent continuer le travail qui a été amené par les Nations Unies, par le gouvernement de Guinée et ses partenaires. Mais je crois qu'on est tous dans la bonne direction. Cette initiative vise à renforcer les capacités des familles et des communautés à prévenir la migration irrégulière et la traite des personnes en investissant dans l'éducation des enfants. Ce geste à la fois symbolique et profondément significatif s'inscrit dans la vision du gouvernement de la République de Guinée et de ses partenaires techniques et financiers, celle de bâtir une société plus juste. Cette distribution constitue un geste de réconfort pour les familles en situation de grande vulnérabilité, mais aussi un symbole fort de l'engagement du gouvernement guinéen en faveur de la protection de l'enfance et de l'inclusion sociale. Moment de recueillement au centre islamique de Donka, où une lecture du Saint-Coran a réuni autorités religieuses et fidèles venus des 13 communes de Conakry. Initiée par le groupement des femmes et enfants des militaires, la cérémonie vise à rendre grâce, à implorer la miséricorde divine et saluer le bon déroulement de la transition et de l'élection présidentielle. Le Tout-Puissant, pour la stabilité qui a prévalu tout au long du processus de transition politique et pour la réussite de l'élection présidentielle en Guinée. À cette occasion, des versets du Saint-Coran ont été récités, accompagnés d'invocations et de... Il y a quelques mois, nous étions soucieux pour la suite de la transition au vu des 30 ans de tensions politiques qui ont toujours caractérisé les périodes électorales dans notre Guinée. Le 28 décembre 2025, les Guinéens ont élu un des valeureux fils de la nation dans une atmosphère de paix et de l'unité. Nous, épouses, mères et enfants de militaires, avions sollicité la clémence de Allah. Nous faisons action de Élie démocratique. Un afflux de plus de 25 000 visiteurs annoncé cette année pour cette immersion au cœur des traditions. Abdelkarim Kamara. Un après-midi des grands jours à Kouroussa pour repousser les mauvais esprits. Comme le veut la tradition, ce carnaval géant annonce les couleurs de la 4e édition du festival de Kouroussa, Festico. C'est l'aboutissement de longs mois de préparation. Un festival fruit d'un travail rigoureux, fédérateur et inclusif. L'ambition est de maintenir la culture de Kouroussa comme un socle solide de développement, de cohésion et d'identité. Je dirais que c'est une confirmation de notre engagement, de notre volonté ici à porter ce projet pour le développement de la localité de Kouroussa. Nous voulons ici apporter notre contribution au développement local de cette ville, de cette préfecture.
Cette année, le thème porte sur la danse Dundumba, célébrer, transmettre et exister. Et depuis 4 ans, entre le Amana et le Festico, c'est toute une histoire d'amour qui se raconte au fil des éditions dans d'autres carrefours culturels. Aujourd'hui, nous célébrons la danse Dundumba, une danse sacrée, expression de l'âme de Kouroussa. Je formule le vœu que ce festival devienne paix et de cohésion sociale. En organisant ce festival, les responsables souhaitent montrer à la face du monde ce que vaut la culture. Et ils ont parfaitement raison, car plus qu'une arme, la culture est un véritable moyen de combat. Pour cette édition du Festico, 25 000 participants sont attendus et l'occasion est mise à profit pour décerner des prix de reconnaissance aux hommes et femmes qui accompagnent l'initiative depuis sa création. Kouroussa est plein de tradition, de culture et c'est une occasion unique même pour nous de montrer toutes nos valeurs. Nous devons tous nous mobiliser, les jeunes de Kouroussa, les femmes de Kouroussa et les hommes de Kouroussa pour que le Festico continue de rayonner en Guinée, en Afrique et dans le monde. Pendant 5 jours, il est prévu un concert qui sera tenu par des artistes venus de toute la Guinée, un concours de dictée et d'épellation entre les écoles de Kouroussa, ainsi qu'une conférence débat autour du thème porté sur le Dundumba.